Midi News, on vous accompagne, et surtout nos invités. Je vous présente celles qui nous ont rejoints. Agnès Evren, merci d'être là. Bonjour à vous, eurodéputée, présidente également de la Fédération Les Républicains de la capitale, Paris. Et Valérie Gomez-Bassac, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes députée du Var et porte-parole de la majorité à l'Assemblée nationale. Et puis Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. Et Olivier d'Artigol, notre chroniqueur politique qui nous accompagne à l'IEP de Grenoble. La polémique ne faiblit pas, la tension non plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En quelques mots, le principal syndicat a demandé hier via un communiqué des excuses. Entendez bien, des excuses aux professeurs dont le nom, je vous rappelle, ont été placardés. Bref, aux professeurs qui ont été intimidés par ce moyen. Demander des excuses. Je voudrais, on va écouter dans quelques instants la réaction de la ministre de l'Éducation, en tous les cas des universités. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce procédé là? Écoutez, c'est très très surprenant. Le lynchage orchestré par des syndicats de gauche est absolument intolérable et il faut des sanctions très fermes. Sauf que j'ai écouté ce matin l'interview justement de la ministre qui avait fait preuve d'un très très grand courage quand elle avait dénoncé cet islamo-gauchisme rampant qui gangrène nos universités. Et ce matin, je l'ai trouvée extrêmement hésitante justement sur les sanctions. Elle n'a pas clairement exprimé le souhait de voir ce syndicat sanctionné. Mais quelles sanctions, par exemple, c'est d'autant plus grave quand on entend ces syndicalistes, justement, ces jeunes syndicats, demander en plus non seulement des excuses, mais de sanctionner les profs. On inverse complètement, là, les valeurs. C'est inadmissible et je me demande, en fait, ce qui s'est passé dans la tête de la ministre de l'Enseignement supérieur pour être aussi hésitante ce matin. D'ailleurs, j'ai vu votre ton qui était un peu surpris lors de cette interview. Vous continuez à pilonner sur des questions, mais elle refusait de dire clairement qu'il fallait des sanctions. De quoi a-t-elle peur, alors qu'on l'attendait sur un ton de fermeté? J'ai été extrêmement surprise. Bon, écoutez, alors proposons justement à nos auditeurs d'écouter l'un des extraits. Elle est questionnée effectivement sur les sanctions. Alors il faut savoir qu'il y a une enquête et puis qu'il y a l'inspection générale, une enquête judiciaire et une enquête de l'inspection générale. Donc peut-être que c'est cela qui peut expliquer sa position. Néanmoins, la question est posée. On écoute Frédérique Vidal sur Europe 1. Les syndicats, les corps intermédiaires doivent avoir une place essentielle parce que normalement, c'est eux qui permettent justement de travailler, de trouver des compromis, de la sérénité. Normalement. Très clairement, à Grenoble, ça a été un échec complet. Et voilà, et évidemment, je le regrette parce que les syndicats représentatifs des étudiants ont toute leur place. Mais simplement, c'est à eux de s'interroger sur leurs valeurs, sur leur histoire. Évidemment que c'est un problème. Alors, prudence, recul, pression, est-ce que vous diriez plus directement, Valérie Gomez-Bassac, il faut quand même s'interroger sur le rôle de ces syndicats? C'est clair, mais je pense qu'elle le dit, c'est-à-dire qu'il faut tout d'abord, en effet, sanctionner ces comportements. Bon, il y a des enquêtes en cours, vous l'avez dit, on ne prend pas des enseignants pour cible, on est quand même dans des lieux de débat, dans des lieux de construction intellectuelle, il y a une liberté académique également. Alors, je ne défends pas les propos, parce que je ne suis pas quand même au fait de tout, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'affiche pas le portrait de certains enseignants. Maintenant, la ministre a tout de même un devoir de réserve par rapport tout de même à ces enquêtes. Non, mais la question était précise. Par rapport à ce qui avait été dit au départ. Vous voyez, c'est pour ça que moi j'ai été assez... Non, mais ça l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que le travail... Oui, mais elle parle de regrets. Les regrets, c'est un petit peu... Enfin, ça me semble un peu faible par rapport à la situation qu'elle dénonçait. Qu'est-ce qu'il faut décider? Allons plus loin. Est-ce qu'il faut subventionner les... subventionner. Est-ce qu'il faut mettre des conditions, finalement, aux subventions que l'on donne à ces syndicats qui ne respectent pas, là, une ligne républicaine, tout simplement? Alors, tout d'abord, moi, je pense que le regret qu'elle manifeste, c'est le regret par rapport à l'action syndicale et ce qu'elle devrait être. Le regret, pour moi, il est là. Il n'est pas par rapport à l'acte qui a été commis, qui est condamnable. Non, bien sûr. Mais et après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse les syndicats eux-mêmes? C'est ça ce qu'elle dit quand la question lui est posée. Elle dit mais c'est au syndicat de revenir quelque part sur le droit chemin. C'est très délicat ce que vous dites parce que si on dit le comportement n'est pas correct, on supprime les subventions. À quel moment un comportement est correct ou pas? Quand vous mettez en danger la vie de ils appellent à la haine aussi d'orienter. Non, mais je parle de manière générale. Je parle de manière générale par rapport à ce que vous disiez, c'est qu'on ne doit pas non plus orienter leur action à travers des subventions. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des indices, notamment sur l'UNEF et d'autres syndicats aujourd'hui au sein
sein de l'université. Vous savez, quand l'UNEF fait des listes communes avec une association, l'EMF, les étudiants musulmans de France, liés à certains groupes, notamment les frères musulmans, quand ce syndicat participe à mettre une cible dans le dos de 2 professeurs, comme ça vient d'être fait à Grenoble, je pense qu'on a des indices et on a dissous des associations qui faisaient beaucoup moins de mal que ça récemment. Mais plus généralement. Tiens, on voit à qui vous pensez. Bien sûr. Citez-les. Je vais les citer. Soyons clairs, parce que certains vont vous dire que vous ne pouvez pas comparer. En France, on ne peut pas critiquer la politique migratoire et on est dissous. Par contre, en France, on peut appeler à faire de 2 professeurs les futures victimes de certains sans avoir la moindre sanction. Mais plus généralement, Oui, attendez, parce que l'islamo-gauchisme existe dans nos universités, et Madame Vidal, la ministre, avait bien raison de le dire. Il y a dans nos universités des cours qui prônent l'islamo-gauchisme. Plus généralement d'ailleurs, il y a dans certaines universités des conférences racialisées interdites aux Blancs, un mouvement décolonial. Il y a un certain nombre de prêcheurs de haine, on peut les appeler comme ça, contre la France. Et donc il est temps de réagir. Et c'était déjà grave avant, mais après l'affaire Samuel Paty, c'est criminel. Ce que font un certain nombre d'étudiants avec la complicité de certains professeurs, pas tous, qui est de désigner à la vindicte publique 2 professeurs qui ne rentrent pas dans le cadre de l'idée qu'ils se font de la critique de la France, eh bien c'est extrêmement grave. Mais qu'est-ce que vous faites? Dissolution du syndicat? Et pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Eh bien, en tout cas, la piste doit être évoquée et doit être lancée. Allez-y, vous n'êtes pas encore exprimé, allez-y. Ça fait 1 heure qu'il parle. Ah oui, c'est vrai. Alors, je reprends la parole. Mais pour dire des choses. J'ai mangé mon forfait, pour dire des choses. Il est illimité. Il me reste combien à peu près? Je ne suis que l'arbitre des élégances modestes. Je vais aller très vite. Je pense qu'il y a d'abord un premier sujet qui est le sujet de la dispute au sens latin du terme sur les réseaux, sur les mails échangés entre profs, sur un intitulé, peut-on rapprocher racisme, antisémitisme et islamophobie? C'est un vrai sujet, c'est une question qui peut être débattue, instruite sur le plan universitaire, y compris démocratique. Et il y a après un autre sujet qui est, il est inacceptable de mettre le nom de 2 professeurs en pâture et les cibler comme cela a été fait. Il y a une enquête, et cela est important. Et après, je ne pense pas que cela doit nous amener, comme la proposition est faite, parce qu'autant dire les choses telles qu'elles sont, aller vers une proposition de dissolution du syndicat. Non, mais vous êtes allé un peu trop vite sur un point. Ne soyez pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Moi, je dis que la dissolution d'une association... Vous regrettez la dissolution de Génération Identitaire et vous proposez d'étudier. Et si elle est fondée, de la mener jusqu'au bout. Alors les étudiants, ce sont d'abord les étudiants qui ont fait leur conférence de presse. C'est pas l'UNEF, c'est notre... syndicat principal, effectivement, de l'IEP. Mais vous êtes allé trop vite sur un point. Oui. Vous dites qu'il peut y avoir un débat sur racisme, antisémitisme et islamophobie. Mais est-ce que... Oui, par exemple, moi je pense... Vous mettez sur le même plan. Moi je pense que... Justement, il ne peut pas y avoir débat. Je pense que la conception de la laïcité fait qu'on a le droit de critiquer une religion. Oui, donc l'islamophobie n'existe pas. Critiquer l'islam. Et j'avais un copain très cher, Charb, qui en est mort. Donc l'islamophobie n'existe pas. Non, pour moi, je ne fais pas mien ce terme-là. Voilà, c'est ce qu'a voulu dire le professeur. C'est pour ça. Je peux terminer. Oui. Donc on peut très bien ne pas accepter ce terme-là. Et il y a des personnes qui le défendent. Et il peut y avoir donc un débat, une confrontation, argument contre argument. Il refuse mais après, je suis aussi très ferme sur le fait qu'on ne peut pas cibler et attaquer quelqu'un du fait de sa croyance en une religion. C'est la définition de la laïcité. Le professeur dit qu'il n'y a pas eu débat, justement. C'est qu'il n'a pas pu argumenter pour expliquer pourquoi, selon lui, on ne pouvait pas mettre. Voilà, et je pense qu'il faut peut-être... Là, je vois aussi que les 600 chercheurs qui avaient signé une pétition dans Le Monde le 20 février, l'ensemble de leurs noms vient d'être fait copier-coller sur un site proche de l'extrême droite et on les dit complices de l'islam radical. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire baisser la température. Mais parce alors, que comment baisser la température? Voilà, ça, par exemple, mettre les 600 noms en disant « vous êtes les soutiens de l'islam radical », c'est inacceptable. Le CNRS porte plainte, il a raison. Oui, mais là, vous détournez, si je peux me permettre. Non, je donne une information. Quand ça vous dérange, on détourne. Ça ne me dérange pas du tout, mais le sujet, c'est l'islamo-gauchisme et l'islamophobie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dénonce... Parce que dans notre pays, pardonnez-moi, qu'est-ce qui tue? Oui, voilà. Qu'est-ce qui tue? C'est ce que j'allais dire. Oui, je suis d'accord.
d'accord, mais d'ailleurs, c'est d'ailleurs les. Non, mais c'est d'ailleurs les. Prendre la parole parce que je l'ai. Bon, allez-y, madame. Je termine ma phrase. Quand aujourd'hui on dénonce la proximité de certains mouvements politiques avec des courants proches de l'islamisme, l'avancée avec des chevaux de Troie au sein de l'université de l'islam radical, quand le fait même de dénoncer cet islamisme qui a tué 260 de nos compatriotes, les musulmans en premier lieu. Non, mais évidemment, mais je fais bien la différence. Je fais bien la différence et vous l'aurez entendu. Attendez. Non, je vais reprendre la parole parce que là, c'est pas. Attendez. Quand on dénonce, on se fait traiter de fasciste et d'islamophone. Qu'est-ce qu'il y avait d'inscrit sur les murs de l'IEP Grenoble? Il y avait les noms des deux professeurs et en dessous, qu'est-ce qu'il y avait inscrit? L'islamophobie tue. C'est ce qu'il y avait inscrit. Donc je pose la question, qu'est-ce qui a tué dans notre pays? L'islamisme. Oui, mais on peut... Malheureusement. Donc vous dites que l'islamophobie n'existe pas. Certains disent... Mais je n'en fais pas une... J'ai été clair. Oui. Mais il y a un débat, il y a un sujet. Non, mais ce n'a pas eu les jeunes syndicats, c'est que l'islamo-gauchisme n'existe pas, mais que l'islamophobie existe. C'est ça qu'on ne peut pas accepter. C'est ça qu'on ne peut pas accepter. C'est pour ça que moi je considère qu'aujourd'hui, ces étudiants, ces syndicalistes n'ont plus leur place dans l'université, le temps de l'enquête au moins. Est-ce qu'on ne peut pas les suspendre, le temps de l'enquête? Moi, je n'irai pas jusqu'à la dissolution, mais je pense qu'il faudrait éventuellement suspendre la subvention, au moins le temps de l'éducation, le temps de l'enquête, et puis considérer qu'aujourd'hui ils ne peuvent plus porter la parole. Ça, c'est aux étudiants d'en décider. Pardonnez-moi, quand on a des subventions, les citoyens que nous sommes, nous sommes en droit de savoir aussi les subventions où elles vont et qu'est-ce qu'elles financent. Je pense, non. Mais il y a aussi des élections sur les campus qui permettent aussi aux étudiants de se doter des représentants dont ils veulent se doter. Donc tout est permis, donc on peut tout dire. Il y a une enquête. Je ne vais pas décider sur un plateau télé qu'un tel ou un tel peut s'exprimer ou pas. Il y a une enquête, madame la parlementaire. On a toujours porté des œillères. Regardons enfin les choses. Mais attendez, il y a une enquête, on ne va pas s'abriter pendant que deux enseignants sont livrés à la vindicte. Moi, j'ai été militant de l'UNEF. Oui, mais il y a 30 ans, ça n'a plus rien à voir. En effet, c'était un syndicat de masse, c'était un syndicat de formation, etc. Sur cette action-là que je dénonce, il y a une enquête en cours, mais je dissocie ça. Mais ils appellent à la haine, vous vous rendez compte quand même? Non, mais j'ai bien compris. Mais il y aura des mesures qui Mais j'ai bien compris, il y a une enquête en cours. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Il y a les de là à vous faire basculer vers l'interdiction de l'UNEF, parce qu'en creux, c'est votre petite musique, je pense pas que c'est une bonne chose. Il y a les inquisiteurs au petit pied et il y a aussi responsabilité peut-être, et je pèse mes mots entre guillemets aggravée, celle d'enseignants, de collègues qui n'ont pas soutenu les deux professeurs, qui ont même cherché à les décrédibiliser, etc. Donc là, on n'est plus dans le débat syndical étudiant, on est chez des gens qui sont avec une certaine expérience, qui font partie de l'enseignement supérieur. Est-ce que ça vous interroge pas? Ça me paraît quand même. Je voulais aussi rebondir sur le fait que les étudiants, les syndicats étudiants sont quand même légitimes par le vote au sein de leurs instances. Oui, maintenant, s'il faut attention, je suis pour aussi que les sanctions soient sévères. Si les faits sont révélés, les sanctions soient sévères. Mais c'est pas à nous de nous substituer au cours des choses. Par rapport aux enseignants, bien sûr qu'il faut une certaine solidarité entre les enseignants, puis pas faire d'amalgame, parce que c'est vrai que certains enseignants, selon leur matière, abordent aussi des sujets parfois délicats. Il y a des façons de faire et certains le font très bien. Donc je voudrais pas non plus qu'on dise que dans toutes les universités, il y a des courants... Rappelons-nous aussi que... Vous avez deux enseignants, franchement, parce que là, deux enseignants dont les noms ont été placardés après le terrible choc de l'assassinat terroriste Samuel Paty. Et vous avez des collègues de ces professeurs qui ne les ont pas soutenus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Rappelons un fait précis quand même. Le corps professoral avait tourné le dos à Samuel Paty. Une partie. Vous dites ça, le corps professionnel. Parce que, non, pardon, une partie, absolument, vous avez tout à fait raison. Mais une partie du corps professoral, et il l'avait dit dans certains mails. Et donc aujourd'hui, il ne faudrait pas... C'est pour ça que cette absence de clarté, je trouve, de la ministre est dommage, parce qu'on voit où ça peut mener. Il faut être extrêmement vigilant, et on aurait besoin de l'intégralité de la solidarité de tout le corps professionnel. Et c'est vrai que c'est stupéfiant de voir qu'ils ne sont pas... Mais attendez, une fois, madame, mais quel que soit... Rien que leur nom affiché,
C'est rien que pourquoi les collègues n'ont pas condamné? Alors là, oui, mais c'est ça qui doit nous interroger, c'est terrible. Imagine, pardonnez-moi, ça arrive à un collègue de l'Assemblée nationale et on sait bien combien il y a de menaces sur les élus. Tout de suite, j'imagine, vous allez amener votre soutien, votre solidarité. Je pense que les professeurs attendaient cela au minimum. Oui, mais malheureusement, dans les universités, il y a des... Enfin, je suis maître de conférence, je vois comment ça se passe. Dans les universités, on peut pas l'admettre. Des courants, des écoles, et j'ai bien peur. Mais attention, mais je parle plus de politique interne. Je parle plus politique interne au sein des universités. Mais je crois qu'on doit mettre de côté quand même. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, je condamne clairement. Je veux dire, la présence de l'ultra-gauche aujourd'hui au sein du corps professoral dans les universités existe. Hier, elle défendait la classe ouvrière. Elle prétendait... Attendez, une sélection. Est-ce que je peux terminer une seule phrase? Hier, elle défendait la classe ouvrière. Aujourd'hui, la classe ouvrière ne se sent plus représentée par la gauche. Donc, ils ont trouvé de nouveaux damnés de la terre qui sont soit les islamistes, soit les migrants, etc. Et ils imposent cette vision ultra-minoritaire à la majorité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les critiquer. Ils sont tout-puissants. Pas tous les professeurs. Pas tous les professeurs. Pas tous les professeurs. Attendez, c'est la ministre de l'université qui l'a dit. Hein. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Comment on peut... vous ne pouvez pas le laisser dire, mais je le dis. Et ce qui est grave, c'est que vous n'agissez pas. Aujourd'hui, dans les facultés françaises, madame, il y a des séances interdites aux Blancs. Eh bien, en France, ça ne devrait pas exister. Dans les universités dans certaines françaises. Et dans trop d'universités françaises. Aujourd'hui, Paris 8... renseignez-vous. Je suis enseignante, j'enseigne encore. Soyez plus au fait de ce qui se passe. Aujourd'hui, Paris 8 a lancé un appel à candidature pour des chercheurs qui appellent à réfléchir à la domination sur un certain nombre de minorités. Que la culture... Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et aujourd'hui, la France... elle est face au terrorisme islamiste. Mais et donc la condamnation doit être système que véritablement l'ensemble de l'université de la recherche française est gangréné. Est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit que c'était intolérable. Allez, attendez. J'ai dit que c'était intolérable. On s'éloigne du cœur du sujet. Monsieur d'Artigol, attendez. Sans en faire, l'alpha et l'oméga. Parce que cette actualité bien sûr m'a choqué. Comme nous tous. Et donc j'ai réactivé des réseaux universitaires, des copains qui enseignent, etc. Multiplier les coups de téléphone, les contacts. Alors pour dire au plus près le retour, alors c'est bien sûr subjectif, ce sont mes réseaux. Certains peuvent me dire oui Olivier, dans certains labos, etc. il faut regarder, il peut se passer des choses. Mais le retour que j'ai eu, ce n'est pas un système gangréné. Attendez. Et je pense que les mots sont importants. Mais la ministre les mots dit. Mais je ne vous le fais pas. Il y a certaines filières. Et Jean-Michel Blanquer l'a reconnu aussi. Le fait que la ministre fasse ciel des vocables Monsieur d'Artigol, c'est pas un système généralisé, mais qu'il y ait, comme vous le dites. Vous êtes le seul à dire. Attendez, est-ce qu'on peut en placer une? Oui. Qu'il y ait certains labos, qu'il y ait certains cours. Alors où je il y a demande une chose. On ne peut pas terminer une phrase. Quels travaux? Eh bien, il y a une enquête qui a été lancée par Frédéric Vidal sur l'islamo-gauchisme. Au CNRS. Non mais attendez, mais c'est incroyable. Donc vous contestez l'enquête, vous contestez que ça existe et vous contestez le... Donc en fait, on alors restons dans le déni. On est dans le déni. On est dans le déni. Vous symbolisez justement... Mais vous voyez, c'est ça qui est grave. C'est-à-dire je vous dis, oui, je ne suis pas dans le déni et le refus d'obstacle. Bah oui, mais vous refusez d'agir. La question se pose. Je demande simplement à ce que ça puisse être traité, instruit, travaillé. Quel labo ? Quel sujet? Par exemple, est-ce que les études postcoloniales, madame la parlementaire, font partie, d'après vous, de l'islamo-gauchisme? Notion d'ailleurs qui est... Est-ce que le postcolonialisme fait partie de l'islamo-gauchisme? Non, mais les thèses décoloniales, on peut les interroger. Voilà. À tout de suite, les thèses décoloniales, on peut les interroger. À tout de suite, on va expliquer ce qu'il en est, parce que... À tout de suite. Une pause, un peu de sérénité et on revient. Chez Groupama, parce qu'on sait à quel point votre vie a changé, nous vous proposons un ensemble d'attentions adaptées. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Découvrez toutes les attentions qui comptent pour votre santé, votre auto et votre habitation auprès de nos conseillers. Les idées vivent en nous. Elles nous transportent. Elles se nourrissent de notre imagination. Puis, elles doivent être partagées pour améliorer le monde, le rendre plus incroyable. Ce sont ces idées qui construisent le futur.
Nouvelle Audi RS e-tron GT, 100% électrique. Le futur nous anime. Audi. « 70% de notre poisson est issu de filières durables et toujours à prix bas. Et ça devrait plaire à tout le monde. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. La vie est meilleure quand votre chat stérilisé reste agile et maintient son poids idéal avec Ultima Stérilisé. Des recettes produites en France à partir d'ingrédients de haute qualité. Ultima, partageons une vie meilleure. 8,90 €, c'est le prix de vos 4 repas par jour chez Mimi Minceur. Oui, 8,90 € par jour seulement. Mimi Minceur, c'est le programme minceur personnalisable pour perdre du poids facilement. C'est simple, vous choisissez les recettes que vous aimez. Vous recevez tout chez vous. Vous dégustez et vous constatez les résultats. Et tout ça à partir de 8,90 € par jour seulement pour 4 repas. Oui, vous avez bien entendu. Alors, qu'attendez-vous? Allez sur mimiminceur.fr, mimiminceur.fr. Attends, on va se marier, je vais leur dire à quel temps on a eu le crédit pour la maison. Alors Ils ont un meilleur taux que nous, puis c'est tout, voilà. Avec meilleurtaux.com, comparez crédit et assurance pour économiser. Alors, c'est qui le meilleur? meilleurtaux.com. Renault Zoé, le véhicule électrique le plus vendu en France et en Europe. Renault Zoé, à partir de 179 € par mois, avec 3 ans d'entretien et de garantie inclus. À découvrir lors du rendez-vous Renault, portes ouvertes du 11 au 15 mars. Vendez votre voiture.fr. Vendre une voiture, c'est possible depuis chez vous et en toute sécurité. Entrez simplement les informations de votre voiture en ligne et recevez directement le prix de vente final. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Pour moi, il n'y a pas mieux pour vendre sa voiture. Allez sur www.vendezvotrevoiture.fr. Assez de prise de tête. Assez des imprévus. Eh, Volkswagen, emmène-nous à l'école. En revanche, ça, on n'en a jamais assez. Un beau jour, dans une jolie forêt. On n'en fera jamais assez pour la famille. Nouveau Tiguan hybride rechargeable. Volkswagen. Découvrez notre gamme hybride électrique pendant les portes ouvertes les 13 et 14 mars. En ce moment, la nouvelle ID.3 est à partir de 159 € par mois. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Autohéros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros, achetez votre voiture facilement en ligne. On a dit à Loïc... Tu sais, si t'es trop gentil, tu vas te faire avoir dans la vie. On a dit à Loïc... Hé Loïc, c'est pas comme ça que tu vas finir premier. On a dit à Loïc... C'est bien de vouloir aider les gens, mais là tu vas trop loin, mec. Nous, à la Caisse d'épargne, on a aidé Loïc à créer son entreprise solidaire. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Gérard de maxoutil.com vous présente des marques qui vont bien pour bricoler comme un pro. Percer, visser, scier, fixer, aménager, jardiner et plein de verbes en « et » pour tous vos chantiers. Et tu sais Kiko, ils font aussi des habits. Maxoutil.com, c'est aussi une équipe à votre écoute. Maxoutil.com, tous les produits pour vos travaux. Maxoutil.com, le site 100% français de vente d'outillage pour la maison, le jardin et votre atelier. Maxoutil.com. Ça, c'est moi. Je suis votre assiette. Et je vous connais bien. Je suis avec vous 3 fois par jour, tous les jours. Et ça, depuis toujours. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut manger plus sain, plus varié, plus équilibré. Mais personne ne parle d'argent. Pour un Français sur 2, ça reste trop cher. Pour que chacun y ait accès, Leclerc lance l'équilibre alimentaire pour tous. 21 repas pour 21 €. Une semaine de repas équilibrés pour une personne. Leclerc. Ouais, il fait bon chez toi, hein? Ouais. J'ai fait des travaux de rénovation énergétique. Toi? Bah oui, moi, je suis allé sur FI, j'ai eu un conseiller, il m'a recommandé un artisan local, j'ai obtenu mes aides et j'ai fait des économies. Yes! Ouais, mais toi, t'as rien fait? Bien sûr que si! Arrête, j'ai rien fait. J'ai ouvert mon ordi et après... Et? Pour vos travaux de rénovation énergétique, passez par EFI. EFI, gardez votre énergie.
Les Furets vous accompagnent pour changer de fournisseur d'électricité et de gaz. On peut toujours compter sur lesfurets.com. On est là pour vous aider. Merci d'être avec nous. On va poursuivre notre débat. Nos invités toujours en place. Le ton est serein, calme, toujours évidemment. Est-ce que vous connaissez Jean-Pierre Aubin? Oui, très bien. Bon. De grande qualité. Alors, Jean-Pierre Aubin, il a été inspecteur général au sein de l'Éducation nationale. Il a écrit il y a 16 ans un rapport sur l'entrisme islamiste à l'école. Son rapport a été classé, enterré, mis sous une pile bien au fond d'un tiroir. Mais quel était le ministre à l'époque? Je ne sais plus. François Fillon. Et voilà, j'en étais sûre. Non, j'avais oublié. Parce qu'on en reçoit. Non, j'avais oublié. C'était bien. Non, j'avais oublié. C'était bien amusant. C'est vrai, ça m'arrive. Hein. Rarement, mais j'avais un trou de mémoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nouveau ministre de l'Éducation, nouveau ministre actuel, Jean-Michel Blanquer, lui confie une mission sur le même sujet, la laïcité. Il a été auditionné ce matin au Sénat, Jean-Pierre Aubin. Écoutez ce qu'il dit à leur propos. Choc pour ceux qui découvrent parfois le sujet, mais il a écrit cela il y a exactement 16 ans. Écoutons-le. C'est ça, c'était en 2004. J'avoue que par rapport à la période où j'ai écrit mon livre, 2017-2019, 2018-2020 plutôt, les choses ont encore empiré et chaque jour, de nouvelles indications, de nouvelles enquêtes, de nouveaux travaux montrent que les choses s'aggravent dans l'école, dans la société sans doute, mais particulièrement dans l'école, parce que un des points sur lesquels je voudrais insister, c'est aujourd'hui que je pense que nous avons perdu une bataille. La laïcité a perdu une bataille vis-à-vis de la jeunesse musulmane, qui montre aujourd'hui qu'elle est de plus en plus et très largement pénétrée par l'idéologie islamiste. Permettez-moi d'ajouter à la présentation de M. Aubin, homme de gauche. C'est ainsi qu'il se définit. De grande qualité. Important de savoir que ces débats sont, ce sujet est transpartisan. Et par rapport au rapport qu'il a effectué, il dit que les choses se sont aggravées. Et je vous laisse en débattre, c'est en lien avec le sujet dont nous parlions. Voilà quelqu'un qui est dans l'éducation, qui est là depuis longtemps, auquel les ministres de droite comme de gauche ont quand même fait confiance. Le constat. Alors, c'est vrai que son rapport, son livre date de 2004. On est en droit de se demander qu'est-ce qu'il s'est passé depuis, malheureusement. Pas grand-chose. Si ce n'est qu'on paye aujourd'hui très très cher le prix de nos lâchetés, de gauche comme de droite. Hein. Attention, voilà, il y a beaucoup, malheureusement, d'élus locaux, y compris, qui ont trop longtemps porté des œillères et qui ont été trop longtemps dans le déni. Il a fallu malheureusement un acte ignoble, une décapitation. La décapitation de Samuel Paty pour qu'enfin on puisse nommer les choses. Aujourd'hui, c'est l'islam politique qui gangrène notre société et on s'en prend à ce qu'on est on s'attaque à nous pour nos valeurs. Voilà, et donc le cri d'alarme de M. Aubin est tellement évident, mais ce qui est rageant et ce qui est frustrant, c'est qu'on se dit que s'est-il passé depuis 2004 pour que nous soyons tous, en tant qu'élus, autant dans le déni, pour ne pas avoir suffisamment pris le taureau par les cornes. Je ne veux pas faire de politique politicienne là-dessus, mais je considère que le gouvernement actuel a fermé les yeux également. On dit, écoutez, oui, ça existe, mais regardez, ça reste minoritaire. Eh bien, autre extrait, et je vais tous vous faire réagir, vraiment important. Et qu'est-ce qui s'est développé sur ce terreau du relativisme? Eh bien, une autocensure. Finalement, soit la peur des enseignants, soit certains qui se disent on ne peut pas l'aborder pour des tas de raisons. Écoutons Jean-Pierre Aubin. La principale manière dont les enseignants réagissent à cette pénétration de l'islamisme, c'est l'autocensure. Voilà. Et on voit apparaître un chiffre, sur l'autocensure, 37% des enseignants français déclarent s'être déjà autocensurés. Aujourd'hui, dans le dernier rapport, après l'affaire Paty, c'est 50%. Bon, évidemment que personne n'a envie de voir une réalité comme ça prospérer, que c'est un échec d'ailleurs collectif, pas seulement politique, sociétal aussi. Mais comment vous réagissez à cela? Quel sursaut? Je pense que d'abord, il faut réagir. Effectivement, vous avez raison, parce que les signaux maintenant sont devenus très forts. Vous avez parlé de Samuel Paty. Tout à l'heure, quand j'évoquais ce qui se passe à l'université, j'ai vu un déni face à moi. Je pense qu'on ne peut plus nier la situation. La situation, elle est là. L'islamisme, aujourd'hui, a deux fronts.
pour attaquer nos valeurs et notre modèle. Le front du terrorisme direct qu'on a vécu très chèrement, contre lequel il faut lutter, et le front idéologique de conviction, d'entrisme. Et c'est sur celui-là qu'il devient extrêmement puissant, c'est-à-dire qu'il gangrène. Je réitère les mots. Il y a aussi un projet de loi séparatiste, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Non mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui... Votez-le déjà, ça aurait... Aujourd'hui, il faut réagir. On ne peut plus laisser dans nos écoles faire en sorte qu'on ne puisse pas enseigner la Shoah, par exemple. Un professeur sur deux se censure, et les professeurs qui ne se censurent pas sont sous protection policière, comme l'est aujourd'hui ce professeur d'université. Donc tout cela n'est plus tolérable. Donc il faut prendre des mesures. Mais oui, mais attendez, quand il y a un projet de loi, même si vous l'estimez insuffisant, on a voté certains articles, pas tous. Il faut maintenant lutter contre les revendications que sont le port du voile, les menus séparés, etc., qui sont des petites avancées de l'obscurantisme dans notre société. Alors ça, c'est des débats qui divisent. Moi, je voudrais rester... Peut-être, mais il faut expulser l'islamisme de notre société, renvoyer chez eux les radicalisés étrangers, faire en sorte que les prêcheurs de haine soient renvoyés chez eux et avoir une nouvelle politique migratoire qui fait qu'aujourd'hui, on arrête l'immigration telle qu'elle est parce qu'on ne peut plus assimiler, y compris les jeunes musulmans. Troisième génération, voire quatrième génération. Oui, mais ces gens qui s'estiment plus, ces jeunes qui déclarent être plus musulmans que français, c'est un souci pour notre société. Pardonnez-moi, nous allons avoir un direct du porte-parole et on revient vers vous sur justement, on en parlait tout à l'heure, les violences et le phénomène des bandes. Gabriel Attal. Les propositions, les actions du gouvernement sur les phénomènes de violence qui se multiplient, les phénomènes de bandes, il y a une forme d'urgence et d'appel à l'aide ou en tout cas à la mobilisation des habitants et on ressent une forme d'impuissance face à cette situation. Donc quelles vont être va-t-il y avoir des mesures prochainement annoncées par le gouvernement? Merci. Le président a eu l'occasion de revenir ce matin sur les questions de sécurité, sur un certain nombre d'événements tragiques qu'a connu notre pays ces derniers jours et ces dernières semaines. Et je veux commencer par la situation de la jeune Alisha que vous avez évoquée. Je veux dire toute mon émotion parce que ce qui est arrivé à cette jeune fille est absolument terrible et ignoble. C'est une jeune fille qui a été emportée par le harcèlement, qui a été emportée par une spirale infernale qui a conduit à ce drame. Et je veux dire à sa famille, à tous ceux qui l'aimaient, notre solidarité et notre émotion face à cette situation absolument tragique. Je veux aussi leur dire que ce drame ne restera pas impuni et qu'évidemment tous les services sont mobilisés pour permettre de punir ceux qui en sont les responsables. Bien souvent, on le sait, le harcèlement commence à l'école, se joue dans les classes, dans les cours de récréation. Mais il y a un phénomène nouveau depuis plusieurs années maintenant, c'est qu'il se prolonge en ligne via les réseaux sociaux après les cours et après la classe. Et nous sommes résolus à lutter contre le cyberharcèlement. Depuis 2017, nous avons mis en place une politique pour lutter pied à pied avec acharnement face à ce phénomène absolument terrible. Nous avons pris un certain nombre de mesures. Tous les ans, une campagne sur le thème du harcèlement est menée dans les établissements scolaires. Je crois que c'est au début du mois de novembre. Nous avons mis en place des formations pour prévenir le harcèlement, parce qu'il faut pouvoir repérer ces situations et pouvoir les traiter dès l'origine, avant qu'elles ne se dégradent et qu'elles se traduisent par une spirale infernale. Et déjà, dès 2019, 10 000 avaient été sensibilisés à ces questions-là. Nous avons mis en place 2 numéros accessibles pour tous et partout contre le cyberharcèlement et un autre contre le harcèlement scolaire. Nous avons lancé une plateforme web, une plateforme Internet qui permet à chacun de s'informer sur les problèmes et sur les solutions qui existent. Mais au fond, on voit que c'est un sujet de société. C'est un sujet qui nous touche toutes et tous. Je pense que nous avons toutes et tous des exemples dans notre entourage, dans les personnes que nous connaissons, de personnes qui ont pu être soit victimes, soit témoins de ces situations. Et ça nécessite une mobilisation collective, une mobilisation de la société tout entière. Et pour ça, évidemment, que les efforts de l'État, du gouvernement vont se poursuivre. Vous avez abordé ensuite un autre sujet, qui est le sujet des phénomènes de bande et des risques et des RICS, qui est un phénomène qui vient de loin, qui concerne tout particulièrement la région Île-de-France depuis maintenant plusieurs années et qui s'est traduit ces dernières semaines par plusieurs épisodes de violence entre bandes qui ont marqué la région francilienne. On ne peut pas accepter cette banalisation de la violence, on ne peut pas non plus laisser les jeunes y tomber.
Nous avons, dès 2019, lancé un plan de lutte contre les violences en bande, avec notamment une meilleure organisation des forces de l'ordre et une collecte renforcée des renseignements sur les réseaux sociaux, avec une meilleure coordination entre les différents services aussi. C'est un enjeu, notamment dans une région très dense comme la région Île-de-France, avec beaucoup de mouvements entre les départements, qui doit mobiliser les différentes administrations, les services de sécurité, les services de la justice, les services de l'éducation nationale, doivent travailler ensemble, entre les différents départements. Il y a un enjeu très fort de coordination qu'on a engagé depuis 2019. On voit que ce phénomène reste très fortement d'actualité, qu'il s'intensifie à certains égards, et nous devons donc adapter et renforcer notre réponse avec une action, là aussi, à 360 degrés. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et le ministre de l'Éducation nationale, la semaine dernière, ont rencontré préfets, procureurs et recteurs pour apporter une réponse coordonnée, avec notamment un renforcement de la vigilance sur les réseaux sociaux qui permet d'identifier, de détecter ces phénomènes de bande dans l'optique qu'elles nous permettent de prévenir des situations extrêmement violentes et des risques que nous avons observés. Des partenariats renforcés avec une présence accrue des forces de l'ordre sur la voie publique, une prévention renforcée avec un meilleur suivi de l'absentéisme à l'école, de la déscolarisation et le développement de la vidéoprotection aux abords des établissements scolaires. Nous travaillons beaucoup pour équiper l'ensemble des établissements scolaires de vidéoprotection à leurs abords. Et puis évidemment, vous le savez, l'enjeu c'est aussi d'avoir une réponse pénale plus rapide et plus efficace pour les mineurs. Parce qu'on parle parfois de jeunes, de très jeunes, qui ont parfois 11, 12, 13 ans. Et nous avons adopté une réforme extrêmement importante à la fin de l'année dernière, la réforme de la justice des mineurs, avec la volonté que les faits délictueux puissent être sanctionnés beaucoup plus rapidement qu'ils le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, en moyenne, le délai de réponse pénale après la commission des faits est de l'ordre de 18 mois. L'objectif avec cette réforme, c'est à partir de septembre prochain, d'arriver à passer à 3 mois entre la commission des faits et la réponse pénale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mobiliser évidemment notre service judiciaire. Ça veut dire aussi qu'il faut lui donner les moyens d'agir. Et c'est pour ça qu'on a augmenté cette année le budget de la justice de 8%, ce qui est une augmentation historique. Il n'y avait jamais eu une telle augmentation sur une année du budget de la justice en France, justement pour que nos services judiciaires aient les moyens d'agir et de répondre efficacement à ces phénomènes. Bonjour Monsieur le Ministre, Ania Nussbaum de Bloomberg. Une question sur le passeport sanitaire ou peut-être le passeport vaccinal, c'est pas encore très clair, annoncé par le Président de la République. Retour en plateau après la prise de parole, en tous les cas sur un sujet évidemment important, on en a parlé tout à l'heure, mais j'aimerais avoir vos avis respectifs et participer en tous les cas, avoir non pas la solution, parce qu'on a évoqué dans le cas de ce harcèlement scolaire, en tout cas harcèlement qui a fini en harcèlement mortel, mort de cette jeune Alisha, adolescente avec 2 adolescents en garde à vue. Agnès Evren, vice-présidente des Républicains, je le rappelle, vous êtes avec nous. On entend ici Gabriel Attal évoquer plusieurs éléments, mais parler aussi de la justice et du code, notamment pour les mineurs. Il y a eu une accélération, vous l'avez voté également. En tout cas, non, pas vous, parce que vous êtes eurodéputé. Oui, mais il y a eu... C'est une réforme, en fait, de l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs, qui vient d'être adoptée par le Parlement, et qui ne fait tout simplement qu'accélérer les procédures. Alors, c'est très bien, mais ça reste insuffisant. Le combat contre la criminalité des mineurs est un sujet absolument majeur. On voit bien qu'aujourd'hui, la violence est de plus en plus jeune, le passage à l'acte est de plus en plus violent, et on voit malheureusement qu'il y a 700 000 jeunes qui sont victimes de harcèlement. On va continuer, pardonnez-moi, puisque le porte-parole s'exprime sur Jean-Pierre Robin, c'était l'objet de notre débat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Est-ce que c'est l'occasion aussi pour vous de muscler ce projet de loi séparatisme sur le volet école? Et est-ce que ce qui s'est passé à Grenoble, à l'université, vous donne aussi le sentiment que la laïcité a perdu une bataille, comme le dit Jean-Pierre Robin ce matin au Sénat? Alors, je n'ai pas l'habitude de commenter des propos que je n'ai pas lus ou entendus moi-même. Vous dites que c'était ce matin, j'étais en Conseil des ministres, je vais en prendre connaissance, mais Monsieur Aubin travaille sur ces questions-là depuis des années. C'est même une référence sur ces questions. Il avait remis un rapport extrêmement important il y a plusieurs années, qui n'avait pas donné lieu à la réponse nécessaire, je crois, à cette époque. Et évidemment, nous prenons avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'intérêt ces déclarations et les propositions qu'il est amené à faire. Et ce que je veux dire, c'est que c'est évidemment un sujet majeur. La semaine dernière, je crois que l'un de vos confrères ou l'une de vos consoeurs me posait une question sur le sondage qui a été commandé par la LICRA, réalisé par l'IFOP, sur ces questions de laïcité et de valeurs de la République chez les jeunes. Et oui, je le dis, il y a une
préoccupation et surtout un renforcement de notre sentiment que la laïcité est une conquête permanente et qu'il faut en permanence s'adapter aux évolutions de la société pour nous adapter à la manière dont nous transmettons ces valeurs qui doivent continuer à être transmises très fortement à l'école. Jean-Michel Blanquer est engagé sur ces questions-là depuis 2017. Il y a énormément de mesures qui ont été mises en place dans l'éducation nationale. Et vous savez que le projet de loi séparatisme a un volet majeur s'agissant des questions d'éducation, avec le passage sur l'instruction en famille d'un système de déclaration, un système d'autorisation, précisément pour empêcher des dérives qui viseraient à soustraire, pour des raisons de dévoiement des valeurs de la République, des enfants de l'école de la République, avec un renforcement des moyens donnés pour transmettre les valeurs de la République à l'école, avec un meilleur encadrement. Tout ça, ça fait partie du projet de loi séparatiste qui va être examiné au Sénat. Et évidemment, les sénateurs vont pouvoir l'examiner, mais aussi proposer des mesures supplémentaires qui pourront, le cas échéant, avec l'accord ou pas d'ailleurs, puisqu'il s'agit du gouvernement, être adoptées. Mais la discussion doit se poursuivre, il y a une navette parlementaire et le texte peut toujours être renforcé. Et voilà, réaction du porte-parole, là c'était sur l'audition ce matin, on vous en parlait de l'ancien inspecteur général de l'éducation Jean-Pierre Aubin. Alors bon, je vous fais évoquer tous les sujets en même temps. Attention à ne pas faire un lien entre tout cela, mais j'aimerais rester encore sur la jeune Alisha, parce que véritablement, la question que je vous pose, c'est quels sont les garde-fous à avoir au niveau notamment de l'éducation nationale. Vous avez parlé de la justice, Madame Evernay, je vous passe la parole de nouveau, et l'éducation nationale. La question n'est pas de pointer des failles, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ces différents signaux dès qu'il y a une tension, une bagarre, un différend entre ces jeunes ? Il faut absolument des sanctions exemplaires. Alors, il faut aussi dire que le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, c'est un fléau mondial. Je le disais, il y a 700 000 jeunes élèves qui sont victimes du harcèlement. C'est 1 sur 10. 400 suicides par an. Alors après, moi j'ai été vice-présidente de la région Île-de-France en charge des lycées et j'avais constaté à cette époque, quand je discutais avec des proviseurs, qui me disaient en fait pour certains jeunes, c'est ce qu'ils appellent l'effet cockpit, c'est-à-dire que cyberharceler déshumanise l'acte de harcèlement parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas insulté puisque c'est sur les réseaux. Il lui dit, tu sais, tu as des grosses cuisses, tu devrais aller te pendre. Il dit, mais il m'a insulté. Mais non, je t'ai pas insulté, c'était sur les réseaux sociaux. Et donc, le fait que ce soit sur les réseaux sociaux déshumanise l'acte de harcèlement et donc parfois ils sont dans un monde parallèle. Ils considèrent que ça n'est pas une insulte. Or, la difficulté aujourd'hui aussi, c'est de se dire qu'avant le harcèlement scolaire s'arrêtait à 16h30. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est du H24. C'est-à-dire qu'on rentre à la maison et ça continue. Et c'est ça qui est très difficile, y compris d'ailleurs pour les parents, parce que la première réaction, et c'est ce que m'expliquaient des professeurs, la première réaction d'un élève harcelé, c'est le mutisme. C'est le mutisme. Et donc, comment est-ce que les parents peuvent repérer? Comment est-ce que les professeurs peuvent être suffisamment formés pour détecter justement ce harcèlement? C'est compliqué parce que parfois, on a envie de laisser un peu d'intimité à nos enfants. Et donc, on est tiraillé entre d'un côté le respect de leur intimité, mais d'un autre côté la vigilance. Alors, parce il y a que ça. parfois, le harcèlement tue. Et est-ce qu'il faut élargir la focale avec la question, puisque ça nous concerne tous, société, on en parlait tout à l'heure, autorité, délitement de l'autorité, de la morale, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, etc. L'état de la violence dans notre société, société. Différentes formes de violence dans notre société, y compris parfois dans le débat médiatique, politique, dans ce qu'on produit. Dans ce que on vit une société sous c'est une cocotte minute. Il fait chaud, on casse le thermomètre, vous avez raison. Non, pourquoi vous dites ça, Sonia? Non, mais je dis que la violence est partout. Elle peut être y compris dans le... Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas, parce que la violence sur les réseaux sociaux, vous avez raison sur tout ce que vous avez dit. Je suis ancien président de mission locale, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé. Mais elle est permanente dans la société. Donc il faut aussi qu'on puisse réfléchir à la manière dont on peut tous agir en action. Par exemple, là, vous voyez, il n'y a pas un problème d'éducation. Par exemple, là, la structure scolaire... On parle d'une violence totalement décomplexée. Non, mais là, la structure scolaire, par exemple, avait réagi, puisqu'il y a un conseil il y avait un conseil de discipline convoqué. Oui, mais il y avait plusieurs semaines convoqué pendant lesquelles alors que la s'est déroulé, il ne s'est rien passé. D'ailleurs, beaucoup disent que l'institution scolaire, en général, n'est pas très réactive. Mais encore une fois, je ne jette pas la pierre, je dis juste que c'est difficile à détecter. C'est aussi une culture, ce n'est pas dans notre culture en France. J'ai cité tout à l'heure des pays nordiques comme la Suède. Il faut voir les exemples, c'est incroyable. Il y a un garde. À chaque petit souci, il y a une petite lumière rouge qui s'allume et il y a une prise en charge. Non, mais je crois
Alors comment? Avec des dispositifs? Des moyens. Je crois que c'est pas toujours dans notre culture. Puis il y a une responsabilité individuelle et collective, c'est-à-dire que ça doit se travailler à tous les niveaux. C'est vrai que détecter, c'est pas évident. En tant que parent, ça l'est pas, et vous l'avez dit à juste titre. C'est-à-dire que où est la frontière entre respect de leur vie privée et puis en même temps être assez ouvert pour pouvoir dialoguer avec les enfants. Mais c'est surtout leur créer, je crois, créer vraiment à tous les enfants des espaces de discussion, des espaces ouverts. Et je crois que ça, il faut vraiment le multiplier à tous les niveaux. Alors, c'est vrai que cette généralisation de la violence et cet effet des réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Mais ça, on le voit et on le voit à tous les âges. Oui, mais attention, les réseaux sociaux amplifient. Mais la violence est là et l'attente, en tous les cas, elle a été éveillée, peut-être par un différend amoureux dans ce cas-là. On ne va pas rentrer dans le dossier, mais la violence était déjà présente. Vous savez, l'école est aussi à l'image de notre société. C'est pas un relais, les réseaux sociaux? C'est à la fois un relais et ça peut être aussi à la source du harcèlement. Ah oui, bien sûr. Mais sur les réseaux, donc il y a si de je la peux me permettre, tout ce qui a été dit sur l'école et les signaux faibles est juste, mais l'école est finalement le reflet de notre société. Et nous sommes dans une société devenue de plus en plus violente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se faire tabasser pour un regard. Donc, il faut ramener aujourd'hui l'ordre républicain dans les rues, partout. Il y a des rixes, il y a des émeutes, il n'y a plus le respect de la police. Et ça, malheureusement, eh bien, ça s'infiltre aussi dans l'école. Des vastes défis et situations tragiques, évidemment, des pensées à la famille de cette jeune fille. Et je précise que le procureur s'exprimera à 17h, effectivement, pour les avancées sur cette enquête. Ce sera en direct sur CNews. Merci pour ce débat. Merci d'avoir réagi à différents sujets dans l'actualité. Vivement une émission et des sujets heureux. Écoutez, mais vous savez... Il fallait traiter tous ces sujets, ils sont dans l'actualité. Une émission, c'est aussi le reflet de ce qui se passe dans la réalité. Hein. Je pense ni grossissant, ni déformant, mais voilà, tout à fait. Mais votre présence aussi est une situation heureuse dans une émission, vous le savez, cher Olivier D'Artigol. Allez, merci à vous. Allez, avec grand plaisir. C'est Clélie Mathias, pour le moment, justement, un rayon de soleil qui arrive sur CNews et ses invités. Bel après-midi.